C'est donc le docteur Sanselme Cardenas qui m'a demandé d'intervenir sur la question de la laïcité. Je ne suis pas du tout un spécialiste, je parlerai seulement à partir de mon expérience de professeur pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années de principal de collège et de quelques années de médiateur académique. On m'avait demandé de jouer ce rôle. Et aussi de mon expérience dans des expériences associatives. Et c'est en liaison avec le Cercle Condorcet que cet exposé est fait, puisque c'est à partir d'un article que j'avais écrit dans la revue chaque année, ce Cercle Condorcet, qui est une émanation de la Ligue de l'enseignement, réunie une fois par mois, une trentaine de citoyens non spécialistes, d'origine, de professions diverses, qui réfléchissent sur des problèmes de société. Et à la fin de chaque année, ils essaient de publier un petit recueil sur le sujet sur lequel ils ont réfléchi. Alors, ces recueils, si ça vous intéresse, vous pouvez en prendre connaissance parce que leurs textes se trouvent sur notre site qui s'appelle condorcet-clermont, attaché en minuscule, .fr. Il y a donc l'ensemble de ces livrets. Et l'avant-dernier, celui dans lequel il y avait la réflexion sur la laïcité, s'appelait « Ce qui rassemble, ce qui divise les hommes ». Et donc, comme le thème du colloque, c'est le lien social, le vivre ensemble, il me semble que la laïcité peut jouer un rôle, ou au moins donner les conditions favorables pour la création de ce lien social et pour le vivre ensemble. Alors, depuis une vingtaine d'années, la laïcité a fait l'objet de très nombreuses polémiques, alors qu'elle semblait, dans les années 80, 90, même un peu avant, elle semblait être admise à peu près dans la population et constituée, ou plutôt, oui, avec une sorte de consensus. Après un passé que j'évoquerai rapidement, où le consensus n'était pas encore là. Mais donc, dans les années 90, il va y avoir donc à nouveau des polémiques qui vont naître sur ce thème de la laïcité. Surtout après les affaires de voile dans les écoles qui s'étaient passées dans la région parisienne, à Créteil, par exemple, ou à Montfermeil. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et dans l'Académie de Clermont aussi, il y a eu quelques difficultés. Et puis après, il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, ce qui a entraîné de nombreuses publications dans la presse, des polémiques. Et on a pu constater que la laïcité était un peu mise à toutes les sauces. Alors, c'est pour ça qu'a été instrumentalisée. Donc. C'est pour ça que je vais vous faire part de ma réflexion, qui n'est que ma réflexion. Ce n'est pas la vérité, bien sûr. C'est ce que je pense qu'est véritablement la laïcité. Il y a eu d'ailleurs un article publié par Marianne, il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelait « La laïcité, une valeur menacée ». C'était un excellent numéro parce qu'il republiait des textes fondateurs de la laïcité et donc donnait un certain nombre d'informations. Puisque ça me paraît être, à moi, le moyen de faire vivre en paix des citoyens d'origine et de convictions différentes, et ça me paraît être essentiel pour le lien social, même si cette conception est contestable peut-être, et qu'elle est utilisée pour diviser. Aussi,
pour faire le tour, non, ça serait prétentieux, mais aborder le sujet, je propose de réfléchir en 3 temps. D'abord, de revenir sur le concept de laïcité, ensuite de faire un retour sur le passé. Je pourrais l'abréger si le gardien du temps me dit que je suis trop long. Et une 3e partie qui concernera les contestations, les discussions actuelles sur la laïcité. Alors, premier point, analyse du concept. Alors, la laïcité n'est pas une simple opinion, ce n'est pas un courant de pensée, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un dogme, ni un principe antireligieux. C'est une façon de concevoir, c'est l'organisation sociale, et de telle sorte que les différentes libertés puissent vivre ensemble et coexister. Et le point qu'on invoque d'abord, dès qu'on parle de laïcité, on évoque la liberté de conscience. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu ce qu'on entend par cette expression « la liberté de conscience ». Par liberté de conscience, on entend liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté de croyance, liberté de pratiquer une religion ou de n'en pratiquer aucune, c'est-à-dire d'être croyant, agnostique ou athée. La laïcité rejette entre les citoyens toute discrimination en fonction de leur croyance ou de leur non-croyance. Elle ne s'oppose pas aux religions, pour moi, mais organise les conditions de leur coexistence pacifique et de leur participation à la vie d'une société soucieuse du bien commun. Ces principes de base, il y en a 3 qui me paraissent essentiels. Je vais les rappeler. Donc, le premier, fondamental, la liberté de conscience, dont la liberté religieuse n'est qu'un aspect. Ça ne concerne pas que les questions religieuses. Deuxième grand principe, l'égalité des droits sans discrimination ou privilège qui seraient liés à une option spirituelle. Donc, croyants, athées, agnostiques doivent être considérés et traités de la même manière par la puissance publique. Et troisième principe, c'est que la loi doit être fondée sur l'intérêt général du peuple dans sa globalité, dans ce que les Grecs appelaient le laos, et le mot laïcité, d'ailleurs, vient du grec laos, qui désigne le peuple dans sa globalité. Et donc fondé sur ce peuple en général et non sur des particularismes communautaristes. Elle émane donc la loi de la représentation générale des individus, citoyens égaux en droit. Et elle doit donc transcender les intérêts particuliers et les appartenances singulières. La garantie juridique de ces 3 principes de base réside dans une séparation de l'État et de toute Église, religion, secte ou idéologie officielle. Aussi bien d'une religion officielle qui serait tolérante, comme c'est le cas en Angleterre ou en Allemagne, ou d'une religion qui serait intolérante, puisque ça existe, pensant aux théocraties ou régimes comme l'Iran, l'Arabie saoudite ou Israël, et aussi séparé d'un athéisme d'État, c'est-à-dire
officiel, obligatoire, comme il existait dans l'ex-Union soviétique. Dans un État laïque, personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre, ou de n'avoir aucune religion. Aussi, donc, avec cette séparation, une double neutralité est instaurée. Neutralité de l'État et de ses personnels vis-à-vis des convictions religieuses, philosophiques ou politiques de chacun. Ces convictions relèvent de la sphère privée des citoyens. Et le deuxième aspect, c'est la neutralité des confessions religieuses qui ne doivent pas interférer dans les affaires de l'État qui représentent, lui, la sphère publique et l'intérêt général. Voilà ce qui me semble être la théorie. Bon, c'est sûr qu'un État ne peut pas ignorer le poids social des traditions, qu'elles soient religieuses ou autres, l'existence de différents cultes, mais il doit en rester indépendant, séparé, n'en privilégier aucun. C'est ce qu'assure la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, et elle précise bien, dans son article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous la seule restriction ou les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Bon, ces deux articles me paraissent très, très clairs et donc c'est là-dessus que repose la conception, enfin la plus générale, de la laïcité. Donc la laïcité va donc plus loin que la tolérance religieuse, parce que la tolérance religieuse qui existe en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays, dans ces cas-là, personne n'est obligé d'avoir une religion particulière, mais la normalité sociale est d'avoir une religion. Et les incroyants risquent alors d'être soupçonnés de rompre le lien social, d'être accusés d'esprit contestataire, voire d'amoralisme. Ce que constatait déjà au fin XVIIe, XVIIIe siècle, Pierre Bell, qui avait donc écrit alors des textes prémonitoires et où il affirmait, par exemple, qu'un athée pouvait avoir une morale, et une morale aussi exigeante qu'un croyant, ce qui, pour l'époque, n'allait pas de soi. Après Pierre Bell, des penseurs comme Diderot et bien d'autres, et les philosophes du XVIIIe, ont repris cette idée. En gros, mais il y a des nuances. Oui, parce que quand certains individus, enfin quand une croyance ou une façon de penser n'est que tolérée, dans le mot tolérer, on sent bien qu'on le permet, mais que la permission et la tolérance peut être supprimée si ça ne plaît pas au pouvoir. On a bien vu, par exemple, qu'avec les protestants, au XVIe et XVIIe siècle, il y a eu l'édit de tolérance avec Henri IV, mais ça n'a pas manqué de poser des problèmes. Et puis quand cet édit a été ensuite annulé sous Louis XIV, et les persécutions de type religieux ont repris avec les dragonnades, la guerre des Camisards, etc. Donc la laïcité a un côté d'institution,
très lié, chargé d'un côté juridique, institutionnel, qui garantit l'exercice des différentes libertés. Mais ça, c'est plus, pour moi, c'est plus qu'un principe juridique et institutionnel. Elle repose sur un idéal éthique d'émancipation, qui croit à l'émancipation des hommes, à leur autonomie possible, d'hommes qui ont droit d'essayer d'acquérir la liberté de penser et de conduire librement leur vie, et non comme des membres dépendants d'une communauté religieuse ou non, ou dépendants d'une ethnie, d'un peuple, d'une nation particulière. Donc, cette reconnaissance des mêmes droits pour tout le monde, des droits naturels pour tous les hommes, a un côté d'universalité. On en parlait ce matin, mais universalité au sens que tous les hommes sont des homo sapiens et donc doivent être respectés en tant qu'êtres capables de juger, d'agir, surtout si l'instruction et l'éducation les aident à s'affranchir, par la raison d'abord, des inévitables conditionnements de l'environnement. Alors c'est pourquoi je pense que dans un État laïque, on doit accorder une place importante à l'école, à une école respectueuse de la liberté des enfants, qui s'efforce de les libérer des préjugés et qui se tient à l'écart des querelles partisanes. Et une école qui s'efforce de toujours d'apprendre, d'essayer d'apprendre aux enfants à distinguer le savoir qui repose sur un raisonnement, l'expérience, des preuves, le savoir de l'opinion, savoir distinguer les deux. L'opinion est sujette à discussion, et de la croyance, de la foi, ces trois choses, donc savoir, opinion et croyance, me semble être une des choses fondamentales d'essayer, dont il faut faire prendre conscience aux élèves. Et aussi, autre chose, c'est aussi apprendre à toujours mettre la distance du doute par rapport à l'opinion dominante, mais aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres convictions. Donc, une école qui apprend à écouter l'autre, à discuter, sans affrontement hostile, apprendre à discuter, ça fait partie, je crois, de charge de l'école, d'accepter les différences et de prendre conscience de la nécessaire et primordiale solidarité de tous les hommes. Alors, ça peut paraître un peu théorique, ce que je dis, mais ça me paraît être quand même fondamental si on veut qu'il y ait une tolérance, enfin, je méfie du mot tolérance, ce n'est pas le bon mot, mais un respect réciproque de tous les hommes qui sont en quelque sorte frères en humanité, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur origine. La laïcité se situe donc, pour moi, dans la tradition éthique humaniste et universaliste, au sens que je précisais tout à l'heure, des Lumières et des droits de l'homme, qui affirme l'indispensable liberté de conscience, l'égalité en droit, le respect de l'autre, qui sont gages de sécurité et de solidarité. Alors, l'acceptation et son établissement en France, c'est pas fait sans problème. Ça a été long, et il y a eu
beaucoup de difficultés. Ah, on me dit qu'il reste plus que 10 minutes. Oh, ben alors là, je vais être obligé de passer très très vite. Alors donc, d'abord, je tiens à dire que le mot laïcité est récent. Le mot lui-même, si la chose n'est pas philosophiquement récente, le mot date de la fin du XIXe siècle seulement. Il a été employé pour la première fois par Ferdinand Buisson en 1877 dans son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, qui a été la Bible des instituteurs pendant de nombreuses années. Mais il est évident que l'idée d'autonomie de l'individu est beaucoup plus ancienne. On pourrait évoquer Épicure et ses disciples, bien sûr les humanistes de la Renaissance, Hobbes, Locke, Spinoza et les philosophes des Lumières. Bon, alors donc j'avais prévu un certain nombre de rappels d'époques ou de choses du passé qui montraient que dans les sociétés traditionnelles, puis dans l'Égypte, à Rome, les religions et États étaient intimement mêlés. Pouvoir et religion allaient de soi. Et par exemple, saint Paul, qui s'appelait Paul de Tarse, je crois, quand il écrivait cette épître, disait, ou a écrit, que toute âme se soumette au pouvoir établi, car il n'est de pouvoir que de Dieu. Et ceux qui existent, c'est-à-dire les pouvoirs, sont imposés par Dieu. De même, dans le Coran, la charia, la loi coranique, impose la soumission des hommes à la toute-puissance de Dieu. Alors il faudrait évoquer la période de la Renaissance avec ce qu'on appelait les humanistes, Pic de la Mirandole, et surtout, je ne retrouve pas, le grand penseur qui disait qu'on ne naît pas homme, on le devient. Bon, on va me revenir tout à l'heure. Donc, c'était Erasme, bien sûr, Erasme. Alors, donc, la Réforme et la Renaissance donc, ont tracé les voies d'une liberté de pensée. Après, bien sûr, Pierre Bel, dont je parlais tout à l'heure. Avec la Révolution française, il va y avoir des allers-retours avec parfois... l'Assemblée législative 1792 laïcise l'état civil, le mariage, qui sont transférés dans les mairies, le divorce devient possible, et Condorcet, dont on parlait tout à l'heure, prônait la laïcisation de l'enseignement. Bon, je passe avec Napoléon, il y aura le Concordat qui rétablit un peu les choses par rapport à l'Église, mais qui fait quand même une réglementation et qui, dans le Code civil, par exemple, de 1804, ne parle pas de religion. Et il maintient le mariage civil, le divorce, la possible autonomie de la médecine et de l'école. Pendant tout le XIXe siècle, il va y avoir opposition entre une France qui est la fille aînée de l'Église catholique et une deuxième France qui se rallie la fille de la Révolution française. Et la bagarre entre les deux tendances va durer tout le XIXe siècle. Alors je saute quelques détails, mais il faut quand même évoquer les noms de Michelet, Edgar Quinet, professeur au Collège de France, et de bien d'autres qui ont fait avancer les choses. Et c'est surtout dans les années 1870 que républicains et tenants de la restauration monarchique vont s'affronter très violemment. À l'époque de Gambetta, Jules Ferry, Ferdinand Buisson. Bon, je passe un peu sur les querelles théoriques, et quand même, il faut rappeler un certain nombre de lois qui vont être publiées à cette époque
et qui sont fondamentales quand même pour la laïcisation de la société. Par exemple, la loi sur la liberté de réunion de 1881, liberté de la presse 1884, la loi 1882 qui porte sur l'obligation de l'instruction primaire pour les garçons et les filles, Jules Ferry, bon, je ne reviens pas, et sa lettre aux instituteurs, qui rappelle que la laïcité doit être ouverte. Bon, j'hésite à employer ce mot, puisqu'après, de nos jours, il a pris une certaine couleur, mais enfin, et qui rappelle que la morale laïque enseigne les valeurs humanistes de dignité de l'homme et de la femme, responsabilité de chacun, solidarité, devoir, etc. Et qui rappelle bien que la religion devient une option personnelle, respectable, mais facultative. Alors peu à peu, les choses, une grande partie de la population va se rallier à cette laïcisation de la société, tenant toujours à 2 ou 3 choses fondamentales pour la grande majorité de la population, c'est-à-dire baptiser ses enfants, se marier à l'église et être enterré selon la tradition. Mais, et puis il va y avoir, je passe sur les querelles où par exemple, le pape Pie X avait donc excommunié un certain nombre de penseurs. Mais tout ça va... il y aura l'affaire Dreyfus aussi qui va réveiller ces querelles et donc être une période très violente où anticléricaux et cléricaux vont s'opposer. La loi de séparation de 1905 a été précédée d'affrontements très violents à la Chambre des députés. Certains ont peut-être vu un film qui a été un film documentaire. Plus que 5 minutes, d'accord. D'accord. Alors donc je passe sur le fait qu'il y a eu un apaisement et que dans les années... la guerre de 14-18 aussi a joué un rôle d'apaisement parce que dans les tranchées, qu'on soit croyant ou non, on était dans la même panade. Et après, il y a eu, par exemple, au Monument aux Morts, des cérémonies qui rassemblaient l'instituteur et le curé. Bon, alors je passe. Et puis, je passe aussi sur les déclarations qui, progressivement, ont fait que disons que l'Église catholique a fini par reconnaître que la laïcité était un principe qui permettait la coexistence pacifique, avec bien sûr l'épisode de Vichy où on ferme les écoles normales d'instituteurs, on rétablit les devoirs envers Dieu, mais après la guerre, la Constitution de 1945-48 dit dans son article 1 « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Alors je passe sur un certain nombre d'épisodes, et pour arriver au fait que il y a eu donc la querelle, enfin plutôt conflit sur la laïcité à partir des affaires vers 1980, des affaires du voile dans les collèges, où les principaux établissements, au collège de Montfermeil notamment, le principal était d'ailleurs d'origine algérienne, je crois, Ali Boumadi s'appelait, a été donc forcé de réintégrer par le Conseil d'État
de réintégrer des jeunes filles qui donc refusaient de quitter le voile, refusaient de suivre certains cours, qui donc posaient quand même problème et étaient en contradiction avec les règlements intérieurs de l'établissement. C'est la loi de 2004, à l'époque de Chirac, qui va donc interdire le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles, les lycées et les collèges, mais pas à l'université, et donc en tout cas qui a apaisé la situation. Mais la remise en cause de la laïcité a quand même est encore a eu lieu récemment. Je pense aux déclarations de Sarkozy, que certains se souviennent, disant que pour les valeurs, il ne faut pas quand même confondre l'instituteur qui ne pourra jamais remplacer le curé, ce qui était quand même un peu fort. Je rappelle aussi qu'il y a en Alsace-Moselle toujours application du Concordat de 1801, c'est-à-dire que des ministres du culte, prêtres, pasteurs, rabbins, sont payés par l'État. Vincent Payon, en 2013, a présenté une charte de la laïcité à l'école et qui doit être affichée dans tous les établissements et qui rappelle donc que la croyance, qu'il doit y avoir séparation des deux, mais dans un esprit de tolérance. Bien, alors, est-ce que je viens par rapport au lien social, est-ce que, pour moi, il me semble que la laïcité est un facteur d'union parce qu'elle permet donc prioritairement, elle met en valeur prioritairement ce qui devrait rassembler les hommes. Elle privilégie en effet l'universel humain sur le particulier. Elle affirme donc que tous les hommes sont fondamentalement semblables. Et on peut aussi, l'histoire confirme que l'absence de laïcité et le mélange de pouvoir et de religion a entraîné, je ne reviens pas sur le passé, mais encore beaucoup de fanatisme, de haine, d'intolérance, de guerre, etc. L'affaire n'est pas réglée partout encore. Je tenais aussi peut-être que de l'éducation, plusieurs intervenants ont parlé de la formation des maîtres. Eh bien, je crois qu'on n'accorde pas tellement d'importance à la laïcité. Ça ne fait pas partie, je crois, des priorités de la formation des enseignants. Si ? Non. Ah oui, d'accord, il ne me semble pas. Mais je trouve ça un petit peu regrettable quand même d'expliquer ce qu'est la laïcité dans le sens que j'ai essayé de vous montrer. Donc, je passe sur les querelles aussi, ces querelles qui sont nées, je l'ai dit, avec l'affaire du voile, avec l'affaire des journalistes de Charlie Hebdo. Voilà. Alors, plus récemment, l'affaire de la crèche Babylou. Donc, il y a encore pas mal de difficultés possibles. On assiste même, j'ai un peu l'impression, là c'est un peu personnel, à un retour à un fondamentalisme religieux dans certaines parties du monde, et peut-être pas trop loin, qui assimile souvent laïcité et athéisme, disant qu'être laïque, c'est être nécessairement athée, et donc mécréant et hostile aux religions.
c'est bien, il me semble bien que c'est dans les théories de Daesh, ça. Hein. Et aussi, à l'encontre de cette laïcité, les revendications identitaires et communautaristes qui ont lieu, hein, et qui, il y a même des renouveaux de régionalisme, de nationalisme, de communautarisme qui sont en cours. Et puis, surtout, il y a le fait que la laïcité a été instrumentalisée, c'est-à-dire que sont servis d'elle en la déformant, en la dénaturant, pour cacher d'autres intentions. Par exemple, l'extrême droite s'en sert comme moyen de xénophobie, pour stigmatiser une partie de la population. Donc, l'extrême gauche n'est pas exempt non plus de critiques en disant que laïcité égale colonialisme. Ce qui est laïcité serait un concept purement occidental et qui a servi à la colonisation. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Il faudrait peut-être bien se replacer dans l'époque et pas quand même simplifier les choses, ou s'en servir plutôt. Mais la mondialisation aussi ultralibérale, la compétition économique ne vont pas non plus dans le sens éthique que j'indiquais tout à l'heure, puisque souvent dans ces tendances-là, l'homme n'est plus une fin, mais un pur moyen. Voilà, je vous entends et je vous écoute. Alors, je vais donc lire la conclusion que j'avais prévue. La laïcité, bien comprise, apparaît donc comme un principe essentiel d'organisation d'une société démocratique, tolérante, soucieuse de l'intérêt général, du bien vivre ensemble dans la paix et dans le respect de l'autre, en veillant à ne pas se diviser en communautés fermées. Face à certaines remises en cause polémiques actuelles de la notion de laïcité, et qui serait fermée, voire intolérante, on revendique une laïcité donc qui serait ouverte, positive. Bon, c'est pas très bien en quoi ça consiste. Mais dans notre époque de relativisme généralisé, tant sur le plan économique, où chacun pour soi, que sur le plan culturel, tout se vaut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il nous faut défendre et affirmer les valeurs fondatrices de notre République laïque, valeurs d'émancipation, de liberté, de respect des singularités individuelles, mais transcendées par le souci du bien commun. Elles sont donc les outils possibles d'une évolution vers plus d'égalité et de fraternité, vers un idéal laïque de concorde, de respect mutuel et de paix. La laïcité est en parfait accord avec la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Idéal d'union, de concorde, elle ne peut diviser les hommes que si elle est mal comprise ou dénaturée, instrumentalisée. Ce qui a été fait est encore parfois le cas. La laïcité peut très bien unir croyants et incroyants dans le souci du bien commun, chacun mettant à distance ses convictions particulières. Elle est donc, et sans doute encore plus que jamais, d'actualité. Je suis très ennuyée d'avoir eu à faire respecter le fameux quart d'heure de retard que nous avons, parce que ce texte est vraiment formidable. Il sera, si M. Ferrandon le permet, sur notre site. Il sera... non, pas encore.
Oui, non, c'est ça. Il sera dans le CD que nous avons l'intention de faire comme tous les ans, où il y a tous les textes, et il sera filmé, et si vous en avez donné votre accord, vous pourrez passer sur YouTube aussi. Mais le texte en entier mérite vraiment la lecture, et tout ce rappel historique était très, très bien choisi. Alors, comme malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps, est-ce qu'il y a une question qui viendrait, Bénédicte. Oui. Oui, je trouve aussi que, Monsieur Ferrandon, vous avez écrit un texte remarquable, je l'ai lu puisqu'on l'avait dans les documents. C'est vraiment, ça ramasse tout à fait bien tout. J'ai une seule difficulté, mais qui est fondamentale, qui est cruciale, c'est que, au fond, vous nous dites que vous avez un programme pour ça, mais moi, le programme de la laïcité, ma question c'est, a-t-elle encore les outils pour arriver à ses fins ? Telle la question, je l'aborderai demain, parce que, à force de vouloir continuer à penser que c'est comme ça qu'elle doit être, vous-même, vous expliquez en long et en large que ça ne marche plus tout à fait comme on le souhaiterait. Donc je crois qu'il faut qu'on s'interroge aujourd'hui sur cette question. Qu'est-ce qui la rend malade de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur ? Bon. C'est une fameuse question qui se trouve aussi dans un livre de Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même. Je pense qu'il faut aborder aussi ces questions-là. Sinon, nous risquons bien d'être en difficulté. Mais vous n'étiez pas du tout à l'exclure. Au contraire, vous donnez même des indicateurs de ce que... Mais je voulais me relever ce fait. Parce que pour moi, il est fondamental aujourd'hui. Notre préoccupation, c'est ça. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des solutions. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas la vérité et je mets toujours le doute comme valeur importante dans ma réflexion. Et vous avez bien senti que c'était quand même très personnel ce que j'ai dit. Je vous ai donné ma pensée. Bon, oui, mais émaillé de faits, émaillé d'histoires. Oui. Alors, dans ce cas, est-ce que vous pouvez nous dire si vous, en tant qu'enseignant et principal ensuite, vous avez pu sentir venir ça, ou si c'est tombé d'un coup finalement, est-ce qu'on peut dire à tout moment, ça peut être mis en cause, ou est-ce que vous avez senti venir quelque chose ? Oui, je l'ai dit un petit peu dans mon exposé, c'est surtout à partir, il me semble qu'il y avait eu après les grandes manifestations pour l'enseignement privé, pour la laïcité, c'est-à-dire dans les années 82, 83, il y avait eu une période d'apaisement. On était arrivé à un compromis. Et puis, il y a eu, malheureusement, ces affaires de voile qui, pour moi, avait un côté provocateur. Ça, c'est une opinion personnelle, mais c'était, dans certains cas, des provocations. Et l'enfant n'était qu'un moyen, là, un objet. Moi-même, dans un établissement que j'ai dirigé, j'ai eu une affaire de voile, comme on dit. Bon, j'en ai prévenu ma hiérarchie, qui m'a dit, bon, il faut régler ça rapidement. Bon, alors j'ai dit, oui, parce que c'est souvent ce qu'on a fait quand même dans l'éducation. Et après, on a renvoyé aux principaux en leur disant, comme le Conseil d'État avait déjugé le ministre ou certaines hiérarchies de l'éducation nationale, est arrivée une circulaire disant que, après tout, c'était aux principaux à régler le problème. Comment ? Démerdez-vous. Voilà, un peu. Bon, alors j'étais un peu dans cette situation et j'ai eu la chance de tomber sur une famille qui n'était pas sectaire et fermée. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis là pour faire appliquer la loi. J'ai des circulaires qui me disent qu'on ne peut tolérer le port du voile dans les cours. Donc, je vais être obligé de faire un conseil de discipline et d'exclure votre fille si vous continuez. Mais j'ai quand même insisté beaucoup sur le fait qu'elle n'avait pas eu de discrimination, et puis que son avenir risquait d'être compromis. Je lui ai dit, écoutez, réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain pour que je fasse savoir si y a lieu d'entamer une procédure.
Eh bien, le lendemain, la gosse est venue avec son voile jusqu'à l'entrée du collège et l'a posé. Donc, ça s'est bien terminé. Mais, parce que j'ai eu la chance de tomber sur une famille qui a compris. Mais il y a eu des cas où je pense qu'il y avait derrière des influences, très fortes, d'éléments extérieurs qui voulaient voir jusqu'où on pouvait aller. Et donc là, c'était déjà trop tard. Quelque part qu'on n'avait pas vu venir était déjà là. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose. Oui, oui, oui. Votre texte est très beau, magnifique et merveilleux. On n'entend pas. Il faut vraiment le lire. Il y a quelque chose qui m'a profondément choquée, c'est quand vous parlez des incidents de Charlie Hebdo, il y a eu des assassinats. Exact. Des assassinats, voilà. Des assassinats au Bataclan. Il y a des assassinats qui sont au nom de la religion. Donc, ne pas en parler, je suis désolée, je trouve ça inadmissible. Bon, écoutez, c'est un oubli. Hein, mais d'accord, je regrette, mais je suis tout à fait d'accord pour souligner que quand le fanatisme en arrive là, que là, on est vraiment tout à fait à l'opposé d'une conception laïque, hein, c'est sûr, qui est tolérante. Guy Dumoulin ? Oui, je ne veux pas polémiquer avec toi, bien évidemment, d'autant plus que je partage l'intégralité de ce que tu dis dans ce texte. Je suis entièrement d'accord sur les fondamentaux de la laïcité, mais quand tu parles de la colonisation, c'est, je crois, un vrai problème. La colonisation, les colonisations, les guerres qui ont encore lieu actuellement, posent des problèmes, laissent des traces et entraînent des réactions. Et ça, je pense que la laïcité, elle doit s'interroger face à ce qu'on est en train de vivre actuellement. On ne peut pas dire c'est terminé, on a des règles, on va les appliquer quoi qu'il en soit. Non, il y a des interrogations, il y a des questions à se poser. Je pense qu'effectivement, ça pose aussi le problème de l'universalisme, c'est le respect des cultures. Et qu'est-ce qu'on en fait des autres cultures? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Moi, je me pose des questions, si tu veux. Voilà. J'ai peut-être moins de certitude que toi actuellement. Voilà, c'est tout. Oui, moi, et voilà. Je pense que la laïcité n'est pas à incriminer dans cette affaire. C'est pas la laïcité qui favorise le colonialisme. Pas du tout. Hein. Je trouve que la liaison qu'on fait entre colonisation et puis il faudrait aussi la situer à son époque, hein, mais elle continue, c'est vrai, sous une autre forme. Mais pour moi, ça n'est pas la faute de la laïcité, pas du tout.